Amélie, Dominique. Merci de me recevoir à votre table. Alors, on a fait pendant cette série d'émissions le tour de votre ferme et donc on a parlé d'élevage, de culture et on arrive, on va dire, à la fin du processus où ça arrive dans l'assiette. Exact. Évidemment, on est sur une ferme, alors il y a de la mouche, on n'est pas capable de s'en débarrasser. Mais oui, c'est ça. Ça, c'est le fruit de nos efforts. Alors, on était, nous, en restauration à l'époque, et ce qui nous a amenés ici, c'est le désir de faire des tables champêtres qui étaient construites à partir de ce qu'on fabrique. Alors, là, on se bat pour que politiquement, ça soit légalisé. Mais là, ce qu'on te propose ici, c'est différentes denrées qu'on fabrique, mais ça ne serait pas encore permis pour nous d'avoir une table champêtre où on offrirait ça aux gens. Donc, on pourrait vendre ces produits-là. Mais là, ici, on a une petite confiture de camerise qu'on fait à partir des fruits de nos camerisiers. On a des cornichons qu'on fait nous-mêmes à partir, évidemment, de nos cornichons dans la serre qu'on a vu plus tôt. J'ai fait ici une petite mousse de foie et de cœur de poulet. Donc, les poulets qui sont élevés ici, de poussins à poulets qui sont abattus ici. Donc, qui n'ont pas fait beaucoup de millage. Et puis ici, on a le fameux pain d'Amélie, pain au levain, fait à partir de levure indigène. Alors, ce qui fait lever le pain, c'est la vie qu'il y a sur la ferme. Donc, il y a un peu de nous là-dedans. Alors, Dominique, juste précédemment, vous disiez que vous militiez activement pour que la législation s'assouplisse, pour que les gens comme nous, ordinaires, puissent en fait avoir une ferme autosuffisante. On dit vivrière? Oui, on peut. Vivrière, c'est ça, c'est quand ça nous nourrit d'abord et avant tout. Donc, évidemment, si vous militez, ça veut dire qu'il y a obstacle. Alors, quels sont les obstacles que vous avez rencontrés et quels sont ceux que vous avez réussi à faire tomber aussi? Bien, les obstacles sont généralement reliés à la mise en marché. Donc, on peut soi-même boire du lait cru, abattre des animaux puis les manger, mais nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir en faire profiter les autres. Donc, amener les gens à s'intéresser à l'agriculture vivrière en les prenant par le ventre. Alors, en leur montrant ce que ça peut être de cuisiner ses propres aliments, la facilité avec laquelle on peut se fabriquer ces aliments-là. Et puis, donc là, dans le cas particulier du poulet, on parle d'avoir le droit d'abattre à la ferme des petites quantités de volailles. Là, il faut bâtir des grands abattoirs qui sont adaptés à des grands volumes, alors que nous, c'est pas ça l'idée. Sinon, au niveau du pain, des cornichons, de la confiture, évidemment, tout ça est légal. Mais éventuellement, on va vouloir consommer des produits fabriqués à partir de notre lait de chèvre. Donc là, il faudrait un permis d'usine laitière puis une usine laitière. Mais encore là, c'est pas adapté à une ou deux chèvres dont on extrait 4-5 litres de lait par jour. Donc nous, ce qu'on demande, puis ce qu'on semble être en voie d'obtenir à plus ou moins court terme, c'est le droit d'abattre à la ferme des petites quantités de volailles si on les prépare à la ferme puis on les vend à la ferme. Et puis avoir le droit d'utiliser un peu du lait de nos chèvres dans des denrées cuites. Donc, que ce soit une crème caramel, que ce soit une quiche Lorraine, un gâteau. Donc, avoir le droit vraiment de faire quelque chose. Donc, si la petite famille s'intéresse à l'agriculture vivrière, commence à produire des aliments, se met à avoir des surplus, aurait envie d'arrondir les fins de mois, d'offrir un bed and breakfast champêtre où il y aurait vraiment beaucoup de produits faits à la ferme, c'est pour ça qu'on milite. C'est un assouplissement législatif pour légaliser l'agriculture artisanale. Les cornichons, là, quand ils sont jeunes, sont vraiment bons. Ils sont bien cornichonnés. Alors, c'est quoi déjà la confiture? Camerise. C'est comme des longs bleuets. Ça pousse bien. On en a planté 2 petits, puis ils sont rendus immenses. Puis ça donne quand même une bonne quantité de fruits. C'est le premier fruit qui sort, donc c'est un fruit du mois de juin, donc c'est vraiment excitant. Il sort vraiment au début de la saison. C'est vrai, ils sont savoureux, ils sont forts en goût, les concombres. Il y a notre Annette là-dedans, hein? Là-dedans.
Alors on passe à la deuxième étape du repas. Qu'est-ce que vous nous avez servi? Consommer, Consommer tonkinois. Donc, c'est un bouillon de type soupe tonkinoise à la vietnamienne qui est faite à partir d'un bouillon qu'on fait avec les pattes de poule. Donc, c'est vraiment une recette qui met en valeur les pieds de poule qui sont très, très forts, très, très riches en collagène, qui donnent vraiment un goût gras et onctueux là, aux soupes. Donc, au lieu de le faire à la queue de bœuf comme la traditionnelle soupe tonkinoise, on le fait avec les pieds de poulet. Donc, avec les aromates qui sont typiques de ces soupes-là. Et quels sont les aromates typiques? Est-ce que je vais retrouver, moi? Ben, c'est l'anis étoilé, la cannelle, la coriandre grillée, l'ail, gingembre, tout ça. Donc, l'oignon, ces aromates-là sont pas d'ici, évidemment, mais le bouillon sont faits à les partir pattes et la de carcasse. la carcasse, le cou. Donc, l'idée d'utiliser le poulet vraiment de la queue, de la queue au bec, là, c'est-à-dire dans son entièreté. Avec le cœur puis le foie, on fait la mousse. Avec la carcasse puis les pattes, on fait le bouillon. Avec la chair, on fait le poulet rôti qu'on va avoir tantôt. Alors, on utilise vraiment toutes les parties du poulet. Puis c'est ça qui nous permet d'imaginer avoir une certaine rentabilité si on offre une table champêtre sans vendre ça à un prix de fou. On est capable, en utilisant toutes les parties du poulet, d'offrir beaucoup d'assiettes avec une même carcasse. Alors que si on vendait le poulet entier, là, ça serait vraiment moins profitable pour nous, puis ça nous permettrait aussi de moins s'exprimer au niveau là, culinaire, parce qu'on aime ça cuisiner, puis on pense l'offrir d'ailleurs en conserve éventuellement, ce bouillon-là. OK. Tantôt, on se parlait, on disait que vous êtes installé ici depuis 2008, mais l'envie de devenir une ferme autonome ne s'est pas présentée tout de suite. Comment s'est réveillée cette envie et à quel moment vous avez décidé d'agir pour des changements? C'est quand on était en restauration à Montréal, on était tannés parce que la restauration, c'est 24 heures sur 24. On a eu des enfants, on voulait déménager finalement, se rapprocher de la nature, du sens, de la genèse, de l'acte alimentaire. Donc, on a commencé par la transformation, puis on a voulu revenir à la production. Puis c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de lois au Québec qui avaient finalement rien à voir avec la transformation. En fait, oui, aussi, mais déjà au niveau de la production, il y avait au niveau des quotas, ça limitait beaucoup les possibilités. Puis après, au niveau de la transformation, comme j'expliquais tantôt, ça devenait impraticable de vouloir avoir des petits élevages, puis en tirer une petite table champêtre. Donc, on s'est mis à militer pour avoir le droit de faire ce qu'on est en train de faire en ce moment, manger le fruit de nos labeurs agricoles artisanales. Et puis, on en est là, j'ai l'impression. Mais rapidement, quand on est arrivé, on a commencé par avoir quelques poules. Parce qu'on était ici, on travaillait de la maison et on avait l'espace pour le faire. Donc, c'est là c'est par la poule qu'on a commencé notre démarche. Et petit à petit, on a ajouté les autres aspects. Si vous permettez, oui. J'ai envie de goûter. On permet, on exige. Un petit peu de coriandre aussi, ça qu'on fait pousser ici. En fait, les grains de coriandre puis les feuilles de coriandre, on les fait ici. Oui. Et puis, c'est un petit oignon nouveau aussi, tranché fin, dans le bouillon, qu'on fait ici. OK. Est-ce que c'est les oignons que vous avez plantés cette année? Oui, ceux-là, oui. Oui. En fait, les oignons qu'il y a dans la serre que vous avez vu tantôt, on les a plantés à partir de graines, pas à partir de petits oignons, puis ça marche bien, alors on est bien content. Est-ce que vous seriez autorisé, vous pensez à mettre le bouillon en conserve, qui est délicieux en passant, bravo. Est-ce que vous seriez autorisé aujourd'hui dans la loi de le faire, puisque ça vient de... En fait, on est en train de travailler avec le MAPAC pour justement valider la possibilité de le faire peut-être dès l'année prochaine. Pour l'instant, on pourrait faire la conserve dans notre conserverie si on achetait le poulet venant d'abattoirs enregistrés puis de production. Là, ou qu'on faisait abattre notre propre poulet dans un abattoir. On pourrait aller faire abattre... On pourrait l'utiliser à ce moment-là. On pourrait amener notre poulet à Mont-Laurier, qui est à quoi? 3-4 jours de marche d'ici. Non, mais en auto quand même. C'est parce qu'il faut amener le poulet la veille, aller le chercher le lendemain.
veux dire, moi, j'aime m'occuper de mon propre poulet du début à la fin. Puis, ça, c'est une de ses fins, d'ailleurs. Troisième service, Dominique, qu'est-ce que vous nous avez apporté? Alors, une de nos anciennes spécialités, la salade de gésier de poulet confit. Alors, tu as le petit gésier confit qui est dans le poulet, l'organe, qui est le moulin, finalement, de la volaille. Donc, il y a des petits cailloux, puis ça broie le grain. Mais là, on le vide, on l'apprête, puis là, on le confit. Donc, pendant 2 heures environ, dans le gras, il bouillonne, puis il s'attendrit. Tu as une petite vinaigrette qui est faite à partir de notre vinaigre qu'on produit nous-mêmes. On a une mère qui travaille dans notre vinaigrier depuis plus de 20 ans. Et puis, tu as quelques petites feuilles d'émérocale. Tu as notre sirop d'érable aussi. On a une poignée d'érable. On en fait une poignée de conserve de sirop d'érable. Et puis, on les garde justement pour des grandes occasions comme celle-ci, avec notre petite laitue estivale et puis poivre du moulin et amour. N'est-ce pas, Amélie? Alors, voilà. Mais j'y goûterai après ma question, si vous me permettez. Ben ouais. Alors, donc on parlait précédemment de votre projet que l'abattage à la maison soit accepté. Alors, il y a des avancements dans ce projet-là. Vous en êtes où avec les rapports avec la MAPAC? Le MAPAC, en fait, il y a eu annonce d'un projet pilote où il y aurait observation de la part des employés du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, le fameux MAPAC, venant d'une annonce ministérielle qui permettait l'observation des méthodes qu'on employait pour abattre le poulet à la ferme et puis la possibilité aussi d'observer comment on fait la traite de la chèvre, puis pour voir si le lait qu'on en tire pourrait pas être transformé dans des denrées cuites et puis mis en marché à la ferme. Donc l'idée là-dedans, c'est de produire à la ferme, transformer à la ferme, puis vendre à la ferme. Alors on est vraiment dans un circuit court complet. Mais ce projet pilote vise une observation dans le but d'une refonte de la loi. Ouais. Vraiment pour aller faire changer la loi, le règlement qui pourrait inclure ce qui est, pour l'instant, illégal. C'est ça. Ils appellent ça une modernisation de la loi sur les produits alimentaires. Cette loi-là, c'est elle qui régit justement une variété d'éléments qui rendent plus compliquées les manœuvres à la ferme. Mais étant donné le petit volume de production, je pense que là, il y a ouverture à une acceptation de méthodes mieux adaptées à notre petit volume de production qui nous permettrait d'en arriver à nos fins en n'ayant pas à investir des centaines de milliers de dollars. Parce qu'au moment où on se parle, être capable d'avoir 2 vaches, 200 poules, 500 poulets, puis de faire un pâté au poulet dans lequel il y aurait du beurre de vache, il y aurait des œufs de poule, puis il y aurait de la chair de poulet. On parle d'un projet d'1 million de dollars pour acheter les quotas, puis pour se payer les infrastructures, mais comme je disais, qui sont adaptées à des contextes de production beaucoup plus avec des beaucoup plus grands volumes. Alors nous, ce qu'on réclame, c'est le droit d'avoir un petit volume, une ferme diversifiée, donc faire une variété de trucs, puis passer production, transformation, mise en marché par nos propres moyens. Donc finalement, votre militantisme dure depuis quelque temps, mais avec la volonté et la détermination, on voit que les choses bougent peut-être lentement, mais qu'elles commencent à bouger. Bravo. Merci. Alors, j'y goûte. C'est toi qui cuisines. Toi, tu fais... Dans la cuisine, qui s'occupe de quoi? Vous cuisinez tous les deux? Oui, on alterne. Ouais. Ça dépend qui est le moins fatigué. Ok, Et d'accord. moi, ok. Le moins fatigué cuisine. Alors, nous sommes arrivés au plat de résistance et nous avons là le poulet Entier. qu'on a vu se balader hier, on peut le dire. Possiblement, oui.
Donc, c'est un poulet qui est né ici. Donc, nos poules habitent avec des coques. Leurs œufs sont fertiles. On les incube. Donc, après, les poussins, on les élève au pâturage pendant plusieurs mois. Ce poulet-là a peut-être 3 mois environ. Et puis, on l'abat ici. Comme on expliquait, on conserve tout. On composte les plumes, le sang, les viscères. Donc, tout ce qu'on ne peut pas manger est retourné à la terre. Puis, tout ce qu'on peut manger est ici, devant nous. Oui, c'est ce qu'on a cueilli tantôt sous la serre, en fait. La betterave, les merveilles de Venise, c'est bien exact. Ça? Et les carottes. Oui, rôti. Donc, on le fait cuire à la broche, puis on met ces légumes-là en dessous. Donc, le gras du poulet tombe sur les légumes et c'est succulent. Et le secret du poulet rôti, c'est de le mettre en saumure 24 heures avant de le mettre sur la broche. Donc, dans une eau salée, au goût comme une eau de mer, disons, là, vraiment salée. Donc, on le fait tremper dans l'eau salée pendant 24 heures avant de le rôtir. Ça décolle la peau, puis ça lui donne cette couleur. Oui, cette croustillance-là. Cette croustillance-là. C'est croustillant. Dominique et Amélie, vous avez, pour cette série d'émissions, partagé généreusement vos savoirs. Et on les retrouve, vous faites des ateliers les étés. On peut retrouver en fait ces dates, j'imagine, sur votre site web qui s'intitule enpleinegueule.com. Et puis, en fait, une petite aparté, pourquoi En Pleine Gueule? En pleine gueule, vous Amélie. En fait, c'est quand on s'est installé ici, on sentait qu'on allait s'embarquer dans quelque chose qui allait un peu cogner en faisant notre activisme ou notre militantisme. Puis c'était de mettre le en pleine gueule du militantisme avec le en pleine gueule de ce qu'on aimerait bien mettre dans la gueule des gens. Donc de se régaler, mais d'une façon militante. Ça fait gastronomie, autonomie, notre motto. Alors, je parlais de votre générosité, de partager. Dominique, vous avez écrit 2 ouvrages, La ferme impossible et L'artisan fermier. Écrire un livre, ça prend du temps. C'était quoi votre motivation première ou les autres qui sont venus en cours de route? Pour La ferme impossible, c'était sonneur d'alarme, dire comprenez-vous ça qu'aujourd'hui, 2 vaches, 200 poules, 500 poulets, ça coûte 350 000 $ de quota, et puis que pour transformer ça en aliment qu'on a le droit de vendre, il faut ajouter plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc, on s'est promené avec ça, mais les gens, ils prenaient pour acquis qu'on avait une ferme. Donc, mon livre s'appelait La ferme impossible, mais tout le monde nous demandait puis votre ferme. Puis là, oui, on avait quelques petits trucs, on suffisait à nos besoins de base, mais l'envie est venue de justement se mettre à recevoir des gens pour leur enseigner notre savoir-faire, parce puisqu'on n'avait pas le droit de leur vendre le produit fini, on pouvait certainement les exposer à la méthode, leur donner le goût de le faire pour eux-mêmes, parce que c'était l'ouverture, et c'est encore la seule ouverture qu'il y a au Québec pour ce genre de produit, c'est quand on se les fait soi-même. Alors, le deuxième ouvrage, c'était conséquemment à tout ça un manuel pratique, très pratique, sur l'élevage de la chèvre laitière, du poulet de chair, de la poule pondeuse. Et puis justement, à la fin de ce livre-là, on retrouve la recette de la mousse de foie qu'on a mangée, du bouillon tonkinois qu'on a mangé, de la volaille rôtie en saumure, puis aussi du dessert surprise qui s'en vient, qui est une crème caramel au lait de chèvre. Donc, les gens peuvent apprendre à produire. Il y a un chapitre sur le cadre législatif pour justement les guider à travers le dédale d'exigences qu'il y a au Québec. Après ça, on passe vraiment au pratico-pratique, comment élever tout ça sur une petite surface. Puis après, il fallait absolument que je consacre une partie du livre à la transformation des aliments, parce que le but qu'on oublie des fois, c'est de bien manger, c'est de manger des trucs qui sont goûteux, typés, qui sont enracinés dans leur terroir, puis qui en deviennent particuliers. Donc, ce qu'on veut offrir aux gens qui viendraient manger ici, comme d'autres le feraient ailleurs, c'est les goûts qui sont typiques de sa région. Et le moins de mouches possible. Alors, Amélie, à toi l'honneur. Ah oui, avec plaisir. Des haricots. Ah, t'en mets beaucoup. Mais comme je l'ai dit précédemment, je suis très gourmande. Alors, je vais tout manger.
Alors, les carottes sont particulièrement succulentes. La betterave, en fait, on l'avait même pas plantée. C'est une betterave de l'année dernière qui a surgi par surprise. C'est planté toute seule. Exact. Ouais, elles sont autonomes aussi, les betteraves. Oui, Très. c'est des betteraves rustiques, sauvages. Oh, wow, ça c'est beau. Merci, Amélie. Oui. Je vous attends pas, je sais que c'est pas très très poli. Mais je vais y goûter tout de suite. Non, ça se va. Allez, hop. Mais en général, moi je mange pas le poulet avec les ustensiles. Ah, Vas-y. bonne idée. Mais là, je suis à la télé. Mhm. Bon, je vais faire comme à la maison. Il paraît que les carottes sont délicieuses. Ouais. T'en veux quelque chose? Non? Oh, je vais C'est pas attendre à la très- pause. Je vais pas être très élégante, mais c'est pas grave. J'assume. C'est bon? Mhm. On arrive à l'ultime moment du repas, qui est le dessert. Exact. Alors, qu'est-ce que vous nous avez servi? Alors, c'est une crème caramel faite à base de lait de chèvre. Donc, pour faire cette recette-là, le lait est bouilli au départ avec un peu de sucre. Et puis, on fait avec les œufs de nos poules aussi. Donc, on mélange les œufs et le lait bouilli. C'est cette une costarde là, qui est cuit au four au bain-marie pendant environ une demi-heure. Donc, c'est un flan, un peu comme les flans portugais, disons. Ok, je vais y goûter dans quelques instants, mais avant, ma question, quel serait le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui entrevoit d'avoir son endroit, sa terre, et aussi bien de procéder de la même manière, d'être autosuffisant? Quel serait le premier conseil à lui donner pour qu'il ne se décourage pas devant l'ampleur du travail? Je pense que ça dépend toujours de l'environnement de la personne. Est-ce qu'on parle de quelqu'un qui a un 3,5 à Montréal? Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà un terrain où il y a de l'espace pour faire quelque chose? Mais ce qu'on dit toujours aux gens, c'est de commencer étape par étape. Des fois, les gens qui vivent une remise en question disent « Ah ben moi, je veux devenir autonome, je fais un défi, j'achète rien pendant la prochaine année. » Nous, on leur dit un instant, c'est important d'y aller étape par étape, à limite aliment par aliment, et puis de l'entrer dans sa routine. Donc, de vraiment l'intégrer à sa routine pour que ça soit, après ça, une évidence. Donc, si c'est faire son pain, ben on fait son pain toujours, tu sais. Quand on se lance trop dans diverses directions, ben souvent, on vit des échecs, on se décourage, puis après ça, on abandonne tout. Alors qu'y aller étape par étape, ben c'est plus durable comme processus. Avec la pandémie, on a vu des potagers exploser un peu partout. Donc, Oui. il y a une prise de conscience qui a été faite, un retour à la terre, un retour à l'autonomie aussi alimentaire, dans une ère où on a toujours prôné, évidemment, l'ambition, le grand. C'est sûr que on a un peu de difficulté quand on prend le Small is Beautiful à faire sa place. Est-ce que vous êtes confiant sur le changement des mentalités et sur le changement du faire aussi? Ben, on sent une tendance lourde à l'autonomie alimentaire. Comme disait Amélie, il faut commencer petit. Fait que j'explique aux gens que l'autonomie alimentaire, c'est un terme qui fait peur. Des fois, on ne parle pas d'une autarcie totale en partant. Moi, je parle d'autonomie élémentaire, donc de choisir certains éléments. Moi, je pense que si on a découvert quelque chose d'intéressant avec la pandémie, c'est le potentiel du télétravail. Je pense que pour qu'il y ait une révolution au niveau du savoir-faire, que ce soit se nourrir, s'habiller, se loger, s'instruire, pour qu'il y ait une révolution digne de ce nom à ce niveau-là, je pense qu'il faut que les gens se négocient du temps, puis je pense qu'il faut qu'ils se réapproprient leur quotidien. Donc, si le télétravail pouvait marcher au-delà des impératifs là,
immédiat, là, ça pourrait permettre aux gens de consacrer 1 heure ou 2 par jour à ces activités-là que sont s'occuper de son cocon immédiat, de réparer, de repriser, de produire, d'élever, cuisiner aussi. Donc, peut-être même, c'est ça, déjà se réapproprier la cuisine pour beaucoup de gens, c'est la première étape. Réapprendre à faire cuire un poulet entier, à faire sa mayonnaise, à faire une variété de sauces qu'on a arrêté de faire. Puis là, déjà, c'est se réapproprier un peu son quotidien, là. Tout ça prend du temps. Alors même si on est au télétravail, certes, on est quand même en train de travailler, certes, on n'est pas sur la route à faire du va-et-vient, mais comment on fait, c'est aussi une éducation, cuisiner et apprendre à manger. Alors, de quelle manière les gens peuvent gérer leur agenda? Comment vous procédez, vous, dans votre vie de tous les jours? Vous travaillez, vous prenez le temps de cuisiner, ça veut dire qu'il y a des choses que vous ne faites pas. Quelles sont les activités que vous délaissez, que les gens font en général? Ben, nous, on a choisi aussi de travailler plutôt à temps partiel. Je parle de travail rémunéré pour libérer justement du temps pour ces projets personnels-là au niveau du militantisme ou de s'occuper d'une partie de notre alimentation et de notre écosystème ici. Donc, c'est ce choix-là qu'on a fait de libérer justement du temps de travail rémunéré. Mais souvent, le matin, très tôt, c'est les tâches qui sont plus le train-train quotidien. Et après ça, à partir de 10 heures, donner qu'une routine plus d'écriture et tout ça le matin. Puis l'après-midi, des tâches plus physiques aussi. Donc, on essaie de faire une place à toutes ces activités. Comme la plupart des gens qui ont un petit homestead, là, une petite ferme d'agriculture vivrière, l'été est une période beaucoup plus intense, puis c'est plutôt, je dirais, de novembre à février qu'on va travailler justement plus sur des projets écrits ou sur des... ou même, je dirais, avoir un rythme de vie un peu plus normal. Parce que l'été, ça y va au toast, là, puis ça commence tôt, ça finit tôt, parce qu'on se couche, on s'endort vers 9 heures, mais il y a beaucoup d'actions. Puis c'est une course pour justement construire ce qu'il y a à construire. Puis là, à un moment donné, l'hiver approche, donc pour hiverner une ferme. Mais là, après ça, l'hiver arrive, puis c'est ce que, d'ailleurs, les gens devraient apprendre à faire un peu plus, c'est-à-dire de ralentir l'hiver. Mais on a pris l'espèce de tendance de partir en fou en septembre, puis de ralentir en juin. Mais en fait, on devrait peut-être inverser les... Suivre le cycle des saisons. Ouais, être plus saisonnier. Suivre le cycle des saisons, je pense que ça peut être le mot de la fin. Hiberner. Et notre suggestion à long terme. Hibernons. Hibernons l'hiver. Mais là, écoutez, très très bon. Et je sens en effet, pour la première fois, c'est la première fois que je goûte une crème fait au lait de chèvre. Et je sens en arrière-goût, en dernier goût, je sens le léger goût de chèvre qu'on peut sentir quand on boit le lait pasteurisé. Mais c'est tellement doux, c'est très agréable. Ça goûte Sainte-Lucie. Ça goûte Sainte-Lucie. Merci Amélie, Dominique, merci de nous avoir ouvert votre porte et votre jardin, votre ferme. Merci. Notre jardin secret. Notre jardin qui est plus secret. Avec plaisir. Grand plaisir que ce fut. Mangeons. Mangeons.